Ma sœur, pilote de ligne, m'a appelé. J'ai une question étrange à te poser. Son mari est-il à la maison en ce moment? Oui, ai-je répondu. Il est assis dans le salon. Sa voix s'est réduite à un murmure. C'est impossible, car je l'observe avec une autre femme en ce moment. Ils viennent d'embarquer pour Paris. Juste à ce moment-là, j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. J'ai une question étrange à te poser. Ton mari? Est-il à la maison en ce moment? La voix de ma sœur Kyle grésillait dans le téléphone depuis le cockpit du vol United 447. J'étais debout dans la cuisine de notre appartement de Manhattan, observant Eden par la porte, assis à lire son journal du matin. Oui, ai-je dit lentement. Il est assis dans le salon. Le silence qui a suivi m'a semblé étrange. Puis Kyle a murmuré les mots qui ont bouleversé mon monde. C'est impossible, car je le regarde avec une autre femme en ce moment. Ils viennent d'embarquer pour Paris. Derrière moi, j'ai entendu des pas. Eden est entré dans la cuisine, une tasse à la main, me souriant avec la même expression qu'il avait chaque matin pendant 7 ans. La tasse qu'il tenait était celle que je lui avais offerte pour ses 40 ans. Une tasse en céramique blanche avec le mot « Mari le plus convenable du monde » imprimé en lettres noires. Il avait ri en l'ouvrant. Il avait dit qu'elle était parfaite, car il ne faisait jamais confiance à ceux qui prétendaient être les meilleurs en quoi que ce soit. C'était il y a 3 ans, à l'époque où son humour autodérision était plus charmant que calculé. Qui appelle si tôt? Demanda Eden en se dirigeant vers la cafetière pour la remplir. Sa routine du samedi matin était immuable. Café, bulletin financier, petit déjeuner léger, puis sa partie de squash au club de sport à 11h. Je serrai le téléphone plus fort. La respiration de Kyle était audible dans le haut-parleur. Elle attendait que je dise quelque chose, que je réagisse, que je fasse quelque chose. Un sentiment d'incompréhension. Mon mari se tenait à 5 minutes de moi dans notre cuisine. Apparemment, il était aussi assis en classe affaires à l'aéroport JFK avec une autre femme. Juste Kyle, parvins-je à dire, surprise par la normalité de ma voix. Enregistrement pré-vol. Eden hocha la tête d'un air absent, se versant du café de la main gauche tout en parcourant son téléphone de la droite. Tahari dit bonjour. Peut-être qu'on finira par profiter des avantages qu'elle nous offre toujours. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'avoir écouté ces histoires de trahison et de force. Si vous pensez que chacun mérite la vérité dans ses relations, pensez à vous abonner. Cela nous aide à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ces histoires. Voyons maintenant comment cette tromperie se dénoue. L'ironie de ces mots me retourna l'estomac. Je le regardais se déplacer dans notre cuisine avec la familiarité naturelle de quelqu'un qui y a sa place. 7 ans de mariage avaient créé ses habitudes. Où nous gardions le sucre. Comment il aimait son café, sa façon de toujours se tenir au comptoir plutôt qu'assis au bar. Kyle, je te rappelle, dis-je doucement. Ava, attends. Il faut que je te dise. Sa voix exprimait la même urgence qu'il y a 3 ans, lorsqu'elle m'avait appelé pour la crise cardiaque de papa. Cet appel était arrivé un mardi matin, lui aussi. J'étais dans cette même cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand mon monde a basculé. Je te rappelle, répétai-je avant de raccrocher. Eden leva les yeux de son téléphone. Tout va bien? Tu es pâle. Vraiment? J'aperçus mon reflet dans la porte du micro-ondes. Les mêmes cheveux au burn attachés en queue de cheval. Les mêmes yeux verts que mon père m'avait lancés. Le même visage qui me regardait chaque matin depuis 37 ans. Mais les mots de Kyle avaient changé quelque chose de fondamental. La cuisine semblait différente maintenant. Comme quand on remarque qu'un cadre est pendu de travers depuis des mois. Juste fatigué, dis-je en attrapant ma tasse de café. Mes mains étaient fermes. 20 ans de travail comme expert comptable m'avaient appris à garder mon sang-froid quand je découvrais que les apparences étaient trompeuses. Sio était assise. En face de moi, il mentait comme des petits pains sur des millions disparus, tandis que j'acquiesçais, prenais des notes et rassemblais des preuves. Tu devrais retourner te coucher, suggéra Eden, son accent britannique enveloppant les mots d'une chaleur familière. Cet accent m'avait charmé lors d'un dîner chez un ami commun, 8 ans plus tôt. Il m'expliquait la différence entre le rugby et le football américain, gesticulant avec un verre de vin, le renversant accidentellement sur ma robe. Sa mortification était touchante. Où l'avait-elle été? Peut-être que je le ferai, dis-je en scrutant son visage. La même mâchoire anguleuse,
les mêmes yeux verts au reflet doré, la même petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, due à un accident de vélo dans son enfance. Chaque détail était exactement comme il se doit. Mon téléphone vibra. Un SMS de Kai. Regardez-moi ça. Une photo apparut. Par le hublot d'un avion, je pouvais voir l'intérieur de la classe affaires. Là, au siège 3B, était assis un homme en costume bleu Tom Ford. La photo avait été prise de biais, mais le profil était reconnaissable. La façon dont il tenait la tête, la courbe de sa mâchoire, la gestuelle particulière qu'il faisait en parlant. Eden, mon Eden. Il parlait avec animation à une femme blonde qui paraissait avoir 25 ans, la main posée sur son avant-bras avec une intimité décontractée. J'ai levé les yeux vers l'Eden dans notre cuisine, pull en cachemire gris, lunettes de lecture remontées dans les cheveux, cette même alliance à la main gauche que nous avions choisie ensemble chez un petit bijoutier de Soho. Au fait, ai-je dit d'une voix étonnamment posée, je crois que je vais faire des crêpes. Des crêpes? Il a haussé un sourcil. Un mardi? Pour quelle occasion? Ma sœur regardait mon mari dans l'avion, tandis que mon mari se tenait dans notre cuisine. Et l'une de ces réalités devait être fausse. Mais je ne pouvais pas dire ça. Pas encore. Pas avant de comprendre ce qui se passait. Une femme ne peut-elle pas faire des crêpes pour son mari sans raison? Il a souri. Ce demi-sourire particulier qui me faisait bondir. Mais bien sûr, tu sais que je mange des courges à 11 heures. J'ai tout mon temps, ai-je dit en sortant des ingrédients du garde-manger. De la farine, des œufs, du lait. Des choses simples et logiques. Contrairement à la photo sur mon téléphone montrant mon mari à 2 endroits à la fois. En mesurant la farine dans un bol, je repensais aux petites incohérences que j'avais écartées ces derniers mois. Le soir où il était rentré d'un dîner client avec une odeur de parfum que je ne connaissais pas. Le week-end où il était parti à Boston pour une conférence dont je n'ai plus retrouvé aucune trace en ligne. Sa perfection ces derniers temps. Trop parfaite. Pas d'anniversaires oubliés, pas de chaussettes laissées par terre dans la chambre, pas de ces habitudes irritantes qui m'avaient autrefois rendu folle et qui semblaient maintenant étrangement absentes. Je t'aime, dit soudain Eden en s'approchant de mon front pour m'embrasser. Ses lèvres étaient chaudes, familières. Je t'aime aussi, répondis-je machinalement, les mots creux comme le verre doseur dans ma main. Il retourna à son journal, se replongeant dans sa routine matinale. Je le regardais tourner les pages avec des gestes précis. Chaque geste était exactement comme je m'en souvenais, mais j'apprenais que les souvenirs pouvaient être fabriqués. La réalité pouvait être modifiée. Et quelque part entre ma cuisine et à l'aéroport JFK, mon mariage s'était scindé en 2 versions. L'une était mensongère. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message à Kai, ne laissez pas cet avion décoller. Mais au moment même où j'appuyais sur « Envoyer », je savais qu'il était trop tard. Les moteurs tournaient déjà. La porte était déjà fermée. Et le jeu qui se jouait dans ma vie avait déjà commencé. Le bruit de la porte de l'appartement qui se fermait résonna dans le couloir tandis qu'Eden partait pour son match de squash. Debout à la fenêtre, je le regardais sortir de notre immeuble, son sac de sport en bandoulière, cette démarche assurée inchangée après toutes ces années. Il tourna à gauche en direction du club de sport, comme il le faisait tous les mardis et samedis. Impatient, prévisible, sauf que plus rien ne semblait normal. Dès qu'il disparut au coin de la rue, je me dirigeai résolument vers son bureau. Le bureau en acajou que nous avions acheté lors d'une vente immobilière dans les Hamptons trônait sous ses diplômes de Cambridge et de la Harvard Business School. Tout était méticuleusement rangé, comme toujours, mais l'organisation que j'avais apprise au fil des années de comptabilité judiciaire masquait souvent les tromperies les plus élaborées. J'ai pris mon ordinateur portable et me suis connecté à nos comptes joints. Mes doigts parcouraient le clavier avec la même précision que lorsque je traquais les fonds détournés pour les entreprises du Fortune 500. Les relevés de cartes de crédit se chargeaient lentement, chaque mois, révélant une tendance qui me serrait la poitrine. C'était bien là, un débit au mandarin oriental de Tokyo du 15 au 18 mars. Je me souviens très bien de ce week-end. Eden était censé être allé dans le Connecticut pour aider sa mère à réaménager son garage après le décès de son père. Je lui avais proposé de l'accompagner, mais il avait insisté pour que je reste à la maison et me repose après un audit particulièrement éprouvant. Le prix de l'hôtel était pour 2 personnes, le service en chambre pour 2, les soins au spa pour 2. Mes mains tremblaient légèrement en continuant à faire défiler la page. Adieu. Le Four Seasons.
Un week-end où il avait prétendu être à des dîners clients à Midtown. J'étais rentré à la maison avec une intoxication alimentaire, trop malade pour me demander pourquoi ces réunions clients nécessitaient des nuitées dans des hôtels à 40 minutes de notre appartement. J'ai ensuite sorti sa carte de crédit professionnel. Encore des hôtels, encore des restaurants. Je ne l'avais jamais entendu. Mentionnons des achats de bijoux chez Cartier qui ne m'avaient jamais été offerts. Mon cerveau méthodique, entraîné à repérer les irrégularités financières, cataloguait chaque écart tandis que mon cœur tentait de les rationaliser. Peut-être s'agissait-il de cadeaux de clients. Peut-être que les hôtels étaient réservés à des cadres en visite. Peut-être y avait-il une explication qui n'impliquait pas que mon mari mène une vie complètement séparée. Mon téléphone a sonné. Le nom de Sophia Chen est apparu à l'écran. Je suis à 15 minutes, a-t-elle dit sans préambule. Et Ava, tu dois te préparer. Ce que j'ai découvert, c'est vaste. Sophia et moi avions été colocataires à l'université de New York, étudiant toutes deux la comptabilité avant de nous séparer. La mienne vers l'enquête judiciaire, la sienne vers ce qu'elle appelait énigmatiquement le renseignement privé. Son divorce avec Richard, le trader de Wall Street qui couchait avec son assistante de 23 ans, l'avait transformée d'analyste d'entreprise en une spécialiste de ce qu'elle appelait la reconnaissance conjugale. En l'attendant, j'ai poursuivi mon enquête. Nos comptes de placement communs affichaient une activité régulière. Mais en creusant plus profondément, j'ai découvert des retraits que je ne reconnaissais pas. Au début, de petites sommes, 5 000 par-ci, 10 000 par-là, toujours juste en dessous du seuil déclenchant les alertes automatiques. Le genre de détournement systématique que j'avais observé dans d'innombrables affaires de fraude, sauf que cette fois, c'était sur mes propres comptes. La sonnette retentit. Sophia se tenait là, dans son ensemble noir habituel, la tablette serrée contre sa poitrine, l'air sombre. Elle avait arboré le même regard lorsqu'elle avait découvert la liaison de Richard. Lorsqu'elle avait dû me révéler les dettes de jeu secrètes de mon père après sa mort, quand la vie exigeait une honnêteté brutale entre amis. Montre-moi, dis-je en la conduisant à la table de la salle à manger. Elle ouvrit sa tablette, ses doigts parcourant l'écran avec un manque de pratique. La femme avec qui ta sœur l'a vue est Madison Veil. 26 ans, représentante pharmaceutique pour Silex Industries. Une photo apparut. Blonde, d'une beauté conventionnelle, avec cette allure soignée qui suggérait un entretien coûteux. Elle travaille à Manhattan depuis 2 ans. Ses réseaux sociaux sont majoritairement privés, mais j'ai réussi à accéder à quelques photos taguées. Les images qui suivirent me firent un nœud au ventre. Madison et Eden dans un restaurant que je ne connaissais pas. Madison et Eden dans ce qui ressemblait à un bar d'hôtel à Miami. Madison et Eden à un gala de charité. Le soir même où j'étais à Boston pour une conférence. Depuis combien de temps? Ma voix semblait lointaine, comme si quelqu'un me demandait. D'après l'empreinte numérique, au moins 3 mois. Mais Ava, ce n'est pas le plus étrange. Sophia a affiché un autre écran. J'ai accédé aux images de sécurité de votre immeuble grâce à un contact. Regardez ça. La vidéo montrait le hall de notre immeuble de mardi dernier. Eden y entrait à 18h47, mallette à la main. L'horodatage correspondait à son retour du travail. Tout semblait normal jusqu'à ce que Sophia zoome. Regarde son ombre, dit-elle. L'ombre tombait sous le mauvais angle. Elle vacillait légèrement lorsqu'il passait sous le lustre. Des détails invisibles à l'œil nu, mais qui sautent aux yeux de quelqu'un cherchant à tromper. C'est une technologie deepfake, expliqua Sophia. Quelqu'un a inséré des images fabriquées dans le système de sécurité de votre immeuble. Ce n'est pas le cas. Travail d'amateur. On parle d'un logiciel sophistiqué dont la mise en œuvre coûte des centaines de milliers de dollars. Je fixais l'écran, luttant pour comprendre ce que cela signifiait. Pourquoi quelqu'un se donnerait-il autant de mal? C'est ce qu'il nous faut comprendre. Mais il y a plus. Elle a ouvert un autre dossier. J'ai parlé discrètement à quelques-uns de vos voisins. Madame Patterson, du Vincé, a mentionné quelque chose d'intéressant. Madame Patterson, 78 ans, vivait seule avec ses 2 chats persans et passait le plus clair de son temps à surveiller le couloir à travers son Judas, le système de sécurité officieux de l'immeuble. Elle a dit avoir vu Eden partir avec des valises il y a 3 mois. Le week-end où vous étiez à cette conférence à Boston. Elle s'en souvenait précisément parce qu'il l'avait aidé à faire ses courses en partant. Il a dit qu'il partait pour un moment. Je me suis souvenu de ce week-end. La conférence était obligatoire.
2 jours de présentation abrutissante sur la nouvelle réglementation de la SEC. En rentrant dimanche soir, j'ai trouvé Eden en train de préparer le dîner. Du poulet au romarin, mon préféré. Il avait dit qu'il avait passé le week-end. Week-end à organiser son bureau à domicile et à rattraper son sommeil. Le bureau avait été impeccable. Mais je suis rentré et il était là, ai-je dit, la gorge serrée. Était celui? Ou quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait? La pièce pencha légèrement. Je m'agrippai au bord de la table, mon cerveau de comptable essayant de créer des colonnes logiques là où il n'y en avait pas. C'est insensé. On ne remplace pas les gens comme ça. Non, acquiesça Sophia d'une voix douce mais ferme. Ce n'est pas le cas. Pas sans ressources et planification importantes. Ava, Eden a-t-il travaillé sur des sujets sensibles? Des transactions ou des projets qui pourraient faire de lui une cible? J'ai repensé à ses récents travaux, fusions, acquisitions, activités bancaires d'investissement habituelles. Rien qui ne semblait mériter ce niveau de tromperie élaboré, à moins qu'il y ait quelque chose qu'il ne m'ait pas dit. Un autre secret à ajouter à la pile grandissante. Il faut que je regarde plus d'images, dis-je d'une voix plus assurée. Chaque entrée et sortie des 3 derniers mois, reçu de cartes de crédit, relevé téléphonique, tout. Sophia hocha la tête, déjà en train de taper. Je ferai ce que je peux, mais Ava, tu dois faire attention. Qui que ce soit qui fasse ça, que ce soit Eden ou quelqu'un d'autre, il a investi des ressources considérables. Ce n'est pas simple. C'est tout autre chose. Sophia est partie après m'avoir donné un téléphone crypté pour la contacter, me prévenant d'agir normalement jusqu'à ce que nous comprenions toute l'ampleur de la situation. J'ai passé le reste de l'après-midi dans un état d'animation suspendu, nettoyant les choses inutiles, classant les dossiers déjà organisés. Tout pour m'occuper les mains pendant que mon esprit explorait des possibilités qui semblaient de plus en plus insensées. À 17h30, j'ai entendu la clé d'Eden dans la serrure. L'homme qui n'était peut-être pas Eden. L'étranger qui vivait chez moi, partageait mon lit, jouant le rôle de mon mari avec une telle précision que je ne l'avais jamais remis en question jusqu'à aujourd'hui. J'ai arrangé mon visage pour qu'il prenne une expression quasi calme et j'ai commencé à préparer le dîner. Ça sent bon, a-t-il crié, comme toujours. La routine était si familière qu'elle ressemblait à une mémoire musculaire. J'ai décidé de préparer des scampis aux crevettes, une recette napolitaine de ma grand-mère. La sauce à l'ail et au vin blanc emplissait l'appartement de son riche arôme. Ce plat avait une importance particulière dans notre relation. Le vrai Eden souffrait d'une grave allergie aux crustacés, attestée par 3 visites aux urgences au fil des ans. Son bracelet d'alerte médicale, porté religieusement pendant 7 ans, mentionnait spécifiquement les crustacés comme potentiellement mortels. Ton préféré, ai-je dit en posant l'assiette devant lui. Ma voix était normale, voire agréable. 20 ans de sang-froid lors d'enquêtes pour fraude m'avaient appris à compartimenter la panique. Il a regardé le plat avec ce qui semblait être un véritable plaisir. Tu n'as pas fait ça depuis des lustres. C'était vrai. Je ne l'avais pas fait parce que mon mari mourrait s'il en mangeait. Mais cet homme a pris sa fourchette sans hésitation, faisant tournoyer les linguines avec une aisance experte, portant une crevette à sa bouche avec appréciation. Aucune réaction, aucun gonflement, pas besoin de chercher un épipène, juste un homme savourant son dîner. C'est incroyable, a-t-il dit en prenant une autre bouchée. Ta grand-mère serait fière. Ma grand-mère était morte depuis 15 ans, mais elle aurait été horrifiée de me voir servir des crustacés à quelqu'un que je testais comme un spécimen de laboratoire. Je le regardais manger, cataloguant chaque geste, chaque expression, cherchant les failles dans sa performance. Alors, je réfléchissais, dis-je en remplissant son verre de vin avec le calme mesuré de quelqu'un qui discute de la météo. On devrait rendre visite à ta mère ce week-end. Le vrai Eden aurait immédiatement inventé une excuse. Sa relation avec sa mère était au mieux compliquée, au pire toxique. Elle ne m'avait jamais approuvé, ne lui avait jamais pardonné de s'être mariée en dehors de leur cercle social. Nos visites dans le Connecticut étaient soigneusement rationnées, nécessitant généralement des semaines de négociations. Ça a l'air merveilleux, répondit-il sans hésiter. Elle sera ravie de nous voir. Ravie. Sa mère n'avait jamais été emballée par quoi que ce soit me concernant. J'ai senti l'enregistrement de mon téléphone depuis sa position derrière la coupe de fruits, capturant cette conversation qui servirait plus tard de preuve de quoi? Que mon mari avait été remplacé par quelqu'un qui aimait vraiment sa mère. On pourrait rester tout le week-end. J'ai continué à insister.
L'aider avec ce projet de jardinage dont elle avait parlé. Parfait. Je l'appellerai après le dîner pour la prévenir. Le vrai Eden préférerait une chirurgie dentaire sans anesthésie plutôt que de passer un week-end à faire des travaux manuels pour sa mère. Cet homme ratait tous les examens, mais réussissait parfaitement à être une meilleure version de mon mari. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé pour notre routine du soir habituelle. Netflix, une conversation informelle sur nos journées, le silence confortable d'un couple marié depuis longtemps. Sauf que plus rien ne me semblait confortable. Chacun de ses gestes, chaque mot qu'il prononçait me donnait l'impression d'observer un marionnettiste surdoué manipuler des fils que je ne voyais pas. Je suis épuisé, ai-je annoncé à 22 heures, en m'étirant de manière exagérée. Cette audite d'aujourd'hui m'a vraiment épuisé. Tu travailles trop dur, a-t-il dit en m'embrassant sur le front. Ses lèvres étaient chaudes, la pression familière, mais indéfinissable. Dans notre chambre, j'ai enfilé mon pyjama pendant qu'il se brossait les dents. Les bruits de la salle de bain étaient parfaits. La brosse à dents électrique pendant exactement 2 minutes, le gargarisme au bain de bouche, le nettoyage du visage. Quelqu'un avait étudié les habitudes de mon mari avec une précision anthropologique. Lorsqu'il s'est installé dans mon lit à côté de moi, je me suis forcé à rester immobile. Il s'est tourné sur le côté, me tournant le dos, sa respiration s'étant stabilisée en quelques minutes. Le véritable Eden était un insomniaque chronique qui lisait généralement jusqu'à bien après minuit. Cet homme s'endormait comme quelqu'un sans souci, sans secret, sans une identité usurpée pesant sur sa conscience. J'ai attendu, comptant ses respirations, jusqu'à être certaine qu'il dormait profondément. Puis je me suis glissé hors du lit avec les gestes précautionneux de quelqu'un qui désamorce une bombe. Sa serviette était à sa place habituelle près de la commode, le cuir usé par des années d'utilisation. La véritable serviette d'Éden, portée par un imposteur. À l'intérieur, le contenu habituel semblait normal à première vue, ordinateur portable, dossier divers, carte de visite. Mais sous une pile de portefeuilles d'investissement, j'ai trouvé une enveloppe qui n'avait rien à faire. Mes doigts tremblaient en extrayant le contenu. Une enveloppe à l'adresse de Marcus Webb, dans le Queens. Une carte syndicale d'acteurs. Mais le plus accablant étaient les notes manuscrites, des pages et des pages écrites par quelqu'un d'autre, documentant ma vie avec des détails atroces. Ma routine matinale, jusqu'à ma tasse de café préférée. Mes manières de parler, avec certaines phrases surlignées. Des détails sur notre histoire relationnelle qui se lisent comme un script préparé pour une audition. Ava aime son café avec un sucre, sans crème. Elle appelle sa sœur tous les mardis et jeudis. Son anniversaire est le 15 octobre. Elle s'attend à des fleurs, mais fait semblant de ne pas en vouloir. Son père est mort il y a 3 ans. Un sujet sensible. Elle pleure à chaque fois pendant la scène finale de Casablanca. Notre mariage tout entier réduit à des puces. Une étude de caractère pour quelqu'un qui se prépare à jouer le rôle d'un mari dévoué. Au bas de la dernière page, une note d'une autre écriture. 3 mois maximum. Gardé sous clé jusqu'à la finalisation du transfert. 3 mois. Ce spectacle avait une date d'expiration. J'ai glissé les papiers dans la mallette de Marcus, les doigts tremblants, digérant les implications d'un transfert finalisé. Transfert de quoi? Nos biens. L'appartement. Ma vie entière. J'ai photographié chaque page avec le téléphone crypté que Sophia m'avait donné, puis je suis retourné me coucher en douce, où l'inconnu au visage de mon mari continuait de dormir paisiblement. Le lendemain matin, dimanche, j'ai observé Marcus accomplir sa routine matinale avec une clarté retrouvée. Chaque geste était étudié, chaque mot soigneusement choisi. Lorsqu'il a mentionné son besoin d'aller à la salle de sport, j'ai inventé une crise client urgente qui nécessitait une intervention immédiate à mon bureau. Il a à peine levé les yeux de sa tablette, me faisant signe au revoir avec la distraction de quelqu'un dont l'esprit était déjà ailleurs. Mon immeuble était vide ce dimanche matin, juste des agents de sécurité et les fantômes de crimes financiers. Je me suis enfermé dans mon bureau d'angle donnant sur Park Avenue et j'ai ouvert mon ordinateur portable avec la détermination de quelqu'un sur le point de se faire opérer. Le logiciel de comptabilité judiciaire que j'utilisais pour traquer les fraudes en entreprise allait maintenant décortiquer mes finances personnelles. J'ai commencé par notre compte courant commun. Les 3 derniers mois ont révélé une tendance si subtile que je l'aurais manqué sans chercher spécifiquement un vol. Des virements de 9 999 $, juste en dessous du seuil de déclaration fédérale, transférés vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Les banques réceptrices se trouvaient aux îles Caïmans,
réputés pour leur législation sur la protection de la vie privée et leur résistance aux enquêtes internationales. Chaque virement avait été autorisé avec les identifiants de mon mari, pendant que Marcus dînait en face de moi ou dormait à côté de moi. Le véritable Eden était ailleurs, saignant systématiquement nos comptes, tandis que son double me gardait occupé avec des imitations parfaites du bonheur conjugal. J'ai suivi la trace de l'argent via 3 sociétés écrans, chacune enregistrée dans des juridictions différentes, chacune menant à une impasse. LuxCorp International aux îles Caïmans, Meridian Holdings au Panama, Apex Investment à Chypre, des structures d'entreprises conçues pour blanchir de l'argent et dissimuler des actifs à des personnes comme moi. La piste a été tranchée dans les banques suisses, dont la législation sur la protection de la vie privée était légendaire. 15 ans d'épargne, d'investissement et de planification financière minutieuse se sont envolés dans des comptes numérotés que je pouvais voir, mais que je ne pouvais pas toucher. L'ampleur du vol m'a rendu physiquement malade. 400 000 de notre portefeuille d'investissement. 600 000 de la marge de crédit hypothécaire que nous n'avions jamais utilisée. 300 000 $ supplémentaires provenant de divers comptes de retraite, tous sous forme de prêts qui ne déclencheraient pas d'alertes immédiates. 1,3 million de dollars soutirés méthodiquement pendant que je dormais à côté d'un inconnu qui avait mémorisé mes préférences en matière de café. Mais cet argent n'était que le début. En accédant à ma base de données clients professionnels, j'ai découvert pire. Les enregistrements de connexion indiquaient des accès depuis des adresses IP que je ne reconnaissais pas. Des téléchargements de données financières sensibles issues de 3 audits d'entreprises majeures que j'avais menés. Des informations qui, entre de mauvaises mains, pourraient faciliter des délits d'initiés de plusieurs dizaines de millions. J'ai consulté le profil professionnel de Madison Val. Représentante commerciale pharmaceutique me semblait désormais une couverture. Son profil LinkedIn révélait des liens avec plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs, du genre à opérer dans des zones d'ombre juridiques et à ne pas se soucier de la provenance de leurs informations. Son historique de voyage sur les réseaux sociaux correspondait parfaitement à des transactions suspectes sur des actions pharmaceutiques survenues juste avant les annonces majeures de la FDA. Il ne me volait pas seulement. Il utilisait ma réputation, mes accès et mes relations clients pour commettre des délits fédéraux. Chaque connexion non autorisée, chaque fichier volé, chaque transaction suspecte remonterait à mes identifiants. J'ai découvert que je ne perdrais pas seulement de l'argent. Je perdrais mon permis, ma carrière, et peut-être même ma liberté. J'avais besoin d'une aide bien plus grande que celle que Sophia pouvait m'apporter. Grace Morrison a répondu à la 3e sonnerie, la voix rauque de sommeil. Nous étions amis depuis qu'elle était une procureure ambitieuse et que je témoignais comme experte dans des affaires de fraude. Son divorce avec un juge corrompu avait mis fin à sa carrière au bureau du procureur, mais lui avait permis de mieux comprendre comment le système trahissait les femmes qui découvraient que leurs maris étaient des criminels. Ava, il est 7 heures du matin dimanche. J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me retrouver à mon bureau? Quelque chose dans ma voix a dû traduire l'urgence. 20 minutes, a-t-elle dit avant de raccrocher. Grace est arrivée, l'air d'avoir enfilé les premiers vêtements qu'elle avait trouvés. Son instinct de procureur était encore affûté malgré 3 ans de cabinet privé. Je lui ai tout montré. Les virements financiers, les données clients volées, les photos du contenu de la mallette de Marcus. Elle étudia les preuves avec l'intensité qui avait autrefois rendu nerveux les avocats de la défense. C'est sophistiqué, dit-elle finalement. Une usurpation d'identité de niveau professionnel combinée à une fraude financière et à de l'espionnage industriel. Mais voilà le problème. Tout est techniquement autorisé. Les identifiants de votre mari ont été utilisés. Ces données biométriques, ces mots de passe, sans prouver son absence lors des transactions. Vous êtes face à une situation où il a dit, elle a dit. Mais j'ai la preuve que Marcus Webb s'est fait passer pour lui. Un acteur qui pouvait prétendre avoir été engagé pour une raison légitime. Peut-être qu'Eden voulait vous surprendre. Peut-être qu'il s'agissait de recherche. Sans Eden pour contredire cette histoire, et avec lui vraisemblablement prêt à tout nier depuis sa cachette, les autorités n'agiront pas assez vite. Le temps qu'elles enquêtent, l'argent aura disparu et les preuves disparaîtront. Mon téléphone a vibré. Pas mon téléphone habituel, mais celui crypté que Sophia m'avait donné. Je l'avais laissé caché dans le tiroir de mon bureau. La notification indiquait un nouveau message sur une application inconnue. Grace s'est penchée quand je l'ai ouvert. Un seul SMS d'un numéro inconnu. Vérifie l'ancien téléphone d'Eden. J'ai regardé Grace. Qui d'autre est au courant?
Quelqu'un qui veut que tu trouves quelque chose, a-t-elle dit. On dirait des miettes de pain. Nous sommes rentrés ensemble à mon appartement. Marcus était encore à la salle de sport, sa routine dominicale étant réglée comme du papier à musique. Je suis allé directement au bureau d'Eden, dans le tiroir où il rangeait ses vieux appareils électroniques qu'il prétendait recycler mais dont il ne s'était jamais débarrassé. Son précédent iPhone était là. L'écran était fissuré depuis qu'il l'avait laissé tomber en sortant d'un taxi 6 mois plus tôt. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation sans rien attendre. L'écran s'est allumé. Batterie à 5%, mais toujours en vie. Le téléphone recevait des messages depuis des mois, alors qu'il était soi-disant cassé. J'ai ouvert les messages avec des doigts tremblants. Il y avait une conversation avec Madison Val remontant à 8 mois. Des plans, des photos et des détails qui m'ont glacé le sang. Sa femme ne se doute de rien. Eden avait écrit 3 mois plus tôt. Marcus est parfait. Le temps qu'elle s'en rende compte, nous serons intouchables. Le message le plus récent datait d'hier. Demain, on finalise tout. Notre lieu habituel à Paris, puis on disparaît à jamais. Grace fixait l'écran du téléphone, son esprit de procureur montant déjà le dossier. Demain, c'est lundi. S'il prévoit de tout finaliser, il faut agir ce soir. J'ai senti quelque chose changer en moi. La peur et la confusion se cristallisaient en une détermination glaciale. La même concentration qui m'avait aidé à démanteler des escroqueries à plusieurs millions de dollars protégerait désormais ce qui me restait de vie. J'ai tendu le téléphone à Grace et me suis dirigé vers mon ordinateur portable, avec une détermination nouvelle. « Que faites-vous » a demandé Grace, tendant un piège. Eden avait peut-être volé mon argent, mais il avait oublié que c'était moi qui savais le suivre. Mes doigts ont parcouru le clavier, créant quelque chose de magnifique dans sa simplicité. Un virus financier déguisé en document d'investissement courant qui apparaîtrait dans notre espace de stockage cloud partagé. Le code était élégant, conçu pour s'activer dès que quelqu'un accédait à nos comptes joints depuis une adresse IP internationale. Une fois déclenché, il gelait toutes les transactions, verrouillait tous les comptes associés et alertait simultanément les enquêteurs fédéraux de toute activité suspecte. Est-ce légal ? Grace regardait par-dessus mon épaule. C'est mon propre compte. Je protège mes actifs du vol. En toute légalité. J'ai intégré le virus dans des dossiers intitulés « Bilan des investissements du troisième trimestre » et « Documents fiscaux 2024 ». L'arrogance d'Eden allait le perdre. Il vérifiait toujours nos investissements avant de prendre des décisions importantes. Une habitude héritée de ces années de banquier que même le crime n'avait pas brisée. La porte de l'appartement s'ouvrit. Marcus revenait de la salle de sport en sifflotant quelque chose de fade. Grace et moi échangâmes un regard. Elle comprit immédiatement, glissant le téléphone d'Eden dans son sac à main pendant que je fermais mon ordinateur portable. Je travaillais encore dimanche. Marcus apparut dans l'embrasure de la porte. Sac de sport sur l'épaule. Une sueur impeccable perlait sur son front. Tu devrais vraiment faire une pause. Je finis juste, dis-je d'une voix ferme. Grace est passé pour discuter d'une affaire sur laquelle nous collaborons. Il hocha la tête vers Grace avec un charme d'entraînement. Content de te voir. Tu restes déjeuner ? En fait, dis-je en me levant. Je pensais qu'on pourrait déjeuner à cet endroit à Atoria. Tu sais où on est allé après notre lune de miel. Ils avaient cette incroyable pieuvre grillée. Le sourire de Marcus ne s'est jamais démenti, mais j'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Nous n'étions jamais allés à Atoria ensemble. Le vrai Eden et moi avions passé notre lune de miel à Santorin, pas en Grèce comme je l'avais mentionné. Mais Marcus ne le savait pas à Atoria, répéta-t-il pour gagner du temps. La petite Tivra où nous avons dansé jusqu'à l'aube. Tu as dit que c'était la nuit la plus romantique de ta vie. Grace a regardé notre échange comme un match de tennis, reconnaissant le test que je lui faisais passer. La mâchoire de Marcus se resserra presque imperceptiblement. Bien sûr, a-t-il finalement dit, même si je pensais qu'il était fermé pour rénovation, une fabrication complète pour cacher son ignorance. L'endroit que j'ai décrit n'existait pas. J'ai souri chaleureusement, jouant l'épouse dévouée tout en documentant une autre fissure dans sa performance. Vous avez probablement raison. Commandons plutôt de la nourriture thaïlandaise. Le soulagement dans ses épaules était visible. Grace s'est excusée, emportant l'épreuve avec elle. Alors que Marcus se dirigeait vers sa douche,
j'ai passé 3 appels téléphoniques qui allumaient des incendies selon le plan soigneusement élaboré d'Eden. Tout d'abord, Robert Steinberg, PDG de Steinberg Industries et plus gros client d'Eden. J'ai gardé un ton conversationnel, inquiet, mais pas alarmé. Robert, je suis vraiment désolé de vous déranger dimanche, mais j'ai remarqué une activité inhabituelle dans le portefeuille d'investissement de votre entreprise en examinant les comptes adjacents. Rien de grave, probablement juste une erreur matérielle, mais vous voudrez peut-être que votre équipe y jette un coup d'œil. La graine du doute a été semée, arrosée avec juste assez d'inquiétude pour déclencher un audit interne qui découvrirait des anomalies menant à l'accès non autorisé d'Eden. Deuxième appel, Jennifer Wu chez Phoenix Capital. Même approche, angle différent. Un transfert mystérieux qui ne correspondait pas à leurs schémas habituels. Tellement étrange, probablement rien, mais ça vaut le coup de vérifier. Troisièmement, David Martinez de Meridian Financial. Lundi matin, 3 grandes entreprises découvriraient des failles de sécurité qui remontaient toutes aux informations d'identification associées à Eden Mercé. Mon téléphone a sonné alors que je mettais fin au 3e appel. L'identification de l'appelant indiquait la résidence-service de ma mère dans le New Jersey. Ma poitrine se serra. Les appels du dimanche après-midi signifiaient généralement des urgences médicales. Madame Chin, la voix appartenait à Nancy, la directrice de l'établissement. Ta mère va bien, mais elle est assez agitée. Elle insiste sur le fait que quelqu'un ment à propos de la visite de votre mari. Je serai là. Le trajet jusqu'au New Jersey a duré 90 minutes. Marcus croyait que je gérais une crise avec les médicaments de ma mère. L'installation était nichée au milieu d'arbres qui commençaient tout juste à devenir dorés. Un cadre paisible pour les vies dans leur dernier chapitre. La chambre de ma mère donnait sur le jardin, des photos couvraient toutes les surfaces, ses souvenirs étaient tangibles. Ava. Elle m'a attrapé les mains dès que je suis entré, sa poigne plus forte que ses 82 ans ne devrait le permettre. Cette femme ment. Je lui ai dit qu'Eden était ici le mois dernier, mais elle dit qu'il n'y a aucune trace. Nancy se tenait dans le coin, l'air désolé. Le journal des visiteurs ne montre aucune entrée, mais Madame Chin est catégorique. La démence de ma mère faisait d'elle un témoin peu fiable dans la plupart des situations, mais elle a eu des moments de clarté surprenante, en particulier concernant les événements récents. Parle-moi de sa visite, maman. Il est venu un jeudi. Je m'en souviens parce que c'était le jour du pudding. Il a posé des questions sur l'assurance vie de votre père. Je voulais savoir s'il existait d'autres politiques que celles que vous connaissiez. Je lui ai parlé de la politique de la Northwestern Mutual, celle dont ton père ne t'a jamais parlé. Eden a dit qu'il voulait s'assurer que tu étais protégé. Mon sang s'est transformé en glace. Il y avait eu une autre politique, que j'ai découverte seulement après la mort de mon père. 500 000 $ qui avaient servi à payer les soins de maman. Peu de gens le savaient. A-t-il demandé autre chose? Le coffre-fort. Il voulait savoir quelle banque contenait ce qu'il y avait dedans. Je lui ai parlé de la collection de pièces de monnaie de votre père, celle qui, selon lui, aurait de la valeur un jour. Je l'embrassai sur le front, lui promettant de revenir bientôt, et me diriger vers le couloir avec Nancy. Vérifiez vos images de sécurité du mois dernier. Chaque jeudi, Nancy récupérait les fichiers sur sa tablette. Nous avons parcouru des semaines de séquences. Les résidents vont et viennent, les familles en visite, les changements de personnel. Puis il était là. 15 août, 14h47 Eden franchit la porte d'entrée, signe le journal des visiteurs, passe 43 minutes avec ma mère. Mais le journal Nancy a récupéré la feuille de signalisation physique, photographiée et archivée. Le nom d'Eden n'était pas là. La page présentait un espace vide, comme si cette ligne avait été entièrement ignorée. Il l'a signé, a déclaré Nancy, perplexe. Je l'ai regardé signer. Quelqu'un avait modifié numériquement l'image archivée, supprimant sa signature avec une précision chirurgicale, mais il n'avait pas pensé à vérifier les images de sécurité. Eden avait planifié cela depuis des mois, rassemblant des informations sur chaque actif, chaque politique, chaque source d'argent possible. La tromperie d'Eden. Le dimanche soir, la circulation s'est déroulée lentement, me laissant le temps de comprendre la cruauté calculée de rendre visite à ma mère, d'extraire des informations financières d'une femme dont l'esprit dérivait entre les décennies comme une radio, à la recherche de signaux. Mon téléphone sonnait avec un message de Kai. Son vol avait atterri à Charles de Gaulle il y a 3 heures. Les photos ci-jointes ont serré mes mains sur le volant de l'aéroport,
sa main sur le bas de son dos avec une intimité décontractée. Taxi, la tête de Madison penchée vers la sienne. Épaule. Tous deux rient de quelque chose sur son téléphone. L'horodatage indiquait 16h47. Heure parisienne. La photo suivante a arrêté ma respiration pendant un moment. Il se tenait à la réception de l'hôtel Lancaster sur le Champ-Posy, un endroit où les chambres commençaient à 800 € la nuit. Madison portait un bracelet en diamant que j'ai reconnu. Celui qu'Eden aurait acheté pour le 70e anniversaire de sa mère il y a 6 mois. Le langage corporel entre eux parlait d'un confort pratiqué, celui qui se développe au fil des années et non des mois. La façon dont elle ajustait son col, la façon dont il la guidait à travers le hall avec une confiance exclusive. Ce n'était pas une affaire récente. C'était une relation qui aurait pu être antérieure à notre mariage. Je suis arrivé dans le garage de notre immeuble à 20h30 et j'ai trouvé Marcus faisant les 100 pas près de l'ascenseur, son téléphone collé à son oreille. Quand il m'a vu, son visage s'est réorganisé en inquiétude, mais pas assez vite pour cacher l'éclair d'anxiété en dessous. Voilà, dit-il, mettant fin brusquement à son appel. Je commençais à m'inquiéter. Comment va ta mère? Elle va bien, juste confuse à propos de vieux documents financiers. Je l'ai regardé traiter cela, j'ai vu un léger relâchement dans ses épaules lorsque je n'ai pas développé. De retour dans notre appartement, j'ai pris une décision qui soit tout révéler, soit détruire mes chances d'obtenir justice. Assis en face de Marcus à notre table à manger, j'ai sorti mon téléphone avec une désinvolture délibérée. J'ai réfléchi, dis-je, en faisant défiler mon calendrier. Notre anniversaire approche le mois prochain. 8 ans depuis ce dîner où nous nous sommes rencontrés. Marcus nodded, his actor is training keeping his expression neutrale despite the fact that Eden and he had been married for 7 years, note 8. Another test failed. He want to do something special. A surprise party Tuesday morning before the market open. Invite all your colleagues from the firm, your biggest client. Show them the apartment. Serve champagne and those little pastry from that French place you love. HIS eyes flickered with confusion. Tuesday morning. That is unusual timing for a party. You always said the best deals happen before breakfast. Buzzed, it would be memorable. Différent. J'ai récupéré mes contacts, laissant libre cours à mon enthousiasme. Colore ma voix. Je vais tout gérer. Il vous suffit d'envoyer les invitations ce soir. Faites en sorte que cela paraisse exclusif, urgent. Dites-leur qu'il est important qu'ils soient présents. Marcus hésita, essayant clairement de comprendre si cela faisait partie de son scénario ou si c'était quelque chose d'inattendu. Mais refuser briserait son caractère et maintenir sa couverture était primordial. Si c'est ce que tu veux, dit-il finalement. Parfait. Envoyez-les maintenant pendant que je prépare le dîner. Je veux voir leur réponse. Je l'ai regardé composer le message sur son téléphone, ses doigts se déplaçant à contre-cœur sur l'écran. Des collègues de banque d'investissement, des clients importants, des personnes dont la présence serait impossible à expliquer à l'arrivée des agents fédéraux. En quelques minutes, les réponses ont commencé à arriver. Pour ce qu'il pensait probablement être une émission de télé-réalité ou une farce élaborée. Au lieu de cela, il était devenu un complice de crimes fédéraux. Pris au piège dans un spectacle où les enjeux étaient des peines de prison, pas de mauvaises critiques. Simple et rapide, Marcus s'est assis devant l'îlot de la cuisine, maintenant l'illusion de la normalité domestique alors que nous savions tous les deux que quelque chose avait fondamentalement changé. Habituellement partagé le dimanche soir. Il secouait la sienne. Tête rapidement. Je ne me sens pas bien. Je pense que je pourrais avoir quelque chose. La première fois en 3 mois, il avait refusé l'alcool. Son instinct lui criait des avertissements, même si son esprit conscient n'avait pas complètement intégré le danger. Je me versai un verre, ayant besoin de courage pour ce qui allait arriver. Marcus, dis-je doucement, et tout son corps se raidit. Je n'ai jamais appelé Eden par un mauvais nom. Je sais qui tu es. Le silence s'étira entre nous comme un trope serré. Son visage traversa les émotions, surprise, peur, calcul et finalement résignation. Quand il parla, l'accent britannique avait disparu, remplacé par le pur Brooklyn. Depuis combien de temps le savez-vous? Depuis mardi matin. Quand ma sœur a vu le vrai Eden monter à bord d'un avion pendant que vous étiez assis dans notre salon. Il a mis sa tête dans ses mains, un geste si authentiquement humain que ma colère a vacillé.
Je n'étais pas au courant des crimes. Je veux dire, il a dit que tu étais séparé, qu'il avait besoin de quelqu'un pour garder la maison, sauver les apparences pour des raisons professionnelles, et m'a payé 20 000 en liquide pour faire semblant d'être lui pendant 3 mois. Je pensais que c'était bizarre mais légal. Tu y croyais vraiment? Je le voulais. Sa voix se brisa légèrement. J'auditionne depuis 15 ans, j'attends aux tables, je conduis des camions de livraison, je regarde de jeunes acteurs obtenir les rôles que l'on veut. Et puis ce type arrive, m'offre plus d'argent que je n'en ai jamais vu pour jouer un rôle. Je n'ai pas posé de questions parce que je n'en avais pas les moyens. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Grèce. Le FBI déménage demain matin. Tout est en place. J'ai regardé Marcus, cet inconnu qui avait dormi dans mon lit, mangé à ma table, participé à une supercherie qui avait détruit ma vie. Mais assis en face de lui maintenant, voyant la défaite dans ses épaules, j'ai reconnu une autre victime de la manipulation d'Eden. Demain matin, des agents fédéraux vont arriver. Les personnes que vous avez invitées seront là pour en être témoins. Vous pouvez soit être arrêté en tant que co-conspirateur, soit coopérer en tant que témoin. Témoin, dit-il aussitôt. Dieu est témoin. J'ai des documents, des enregistrements. Il m'a fait garder tout au cas où tu aurais des soupçons. Il a dit que c'était une assurance. Marcus a passé la nuit sur notre canapé après m'avoir montré la clé d'un box de stockage où il avait tout gardé. Contrat, enregistrement d'appels téléphoniques avec Eden, instructions détaillées pour entretenir la tromperie. Nous avons à peine dormi, attendant tous les 2 l'aube qui mettraient fin à cette performance élaborée. À 5h47, mon téléphone sonne. Ils les ont eus, a déclaré Kai, sa voix exprimant à parts égales l'épuisement et la satisfaction. La police française les a arrêtés à Charles de Gaulle. Ils tentaient d'embarquer sur un vol de correspondance vers la Suisse. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que Marcus puisse entendre. Il s'assit sur le canapé, la couverture que je lui avais donnée enroulée autour de sa taille, ressemblant à un homme sur le point d'entendre son propre verdict. L'arrestation a été dramatique, a poursuivi Kai. Il se trouvait dans le salon premium lorsque la police est arrivée. Madison a commencé à pleurer, affirmant qu'elle ne savait rien des crimes. Mais Eden, son sang-froid a finalement craqué. Il a essayé de courir. Ils l'ont attaqué devant tout le monde. Quelqu'un l'a filmé. C'est déjà diffusé sur les chaînes d'information européennes. Marcus ferma les yeux, réalisant peut-être à quel point il était lui-même sur le point de se retrouver menotté. Je me dirigeai vers la cuisine et commençai à préparer du café, les mains stables malgré l'adrénaline qui parcourait mon système. L'appartement allait bientôt se remplir de témoins du point culminant de la tromperie d'Eden. Vers 7h30, les premiers invités ont commencé à arriver. Robert Steinberg de Steinberg Industries, l'air confus mais curieux. Jennifer Wu de Phoenix Capital, habillée impeccablement malgré leur inhabituel. David Martinez, plusieurs associés juniors du cabinet d'Eden, clients dont les portefeuilles représentaient des milliards d'actifs gérés. Ils se sont regroupés dans notre salon, acceptant le café et discutant maladroitement de l'urgence mystérieuse de l'invitation. Ça vaut mieux que ça en vaille la peine, Eden, dit Robert à Marcus, qui se tenait figé près de la fenêtre. J'ai annulé un petit déjeuner avec l'équipe Soul. Marcus m'a regardé, la panique évidente dans ses yeux. Le scénario ne l'avait pas préparé à cela. Je m'avançai, jouant une dernière fois la gracieuse hôtesse. Merci à tous d'être venus. Je sais que le moment est inhabituel, mais vous comprendrez dans un instant pourquoi votre présence est si importante. À 7h58, j'entends des pas dans le couloir. Plusieurs ensembles se déplaçant avec un but précis. Marcus les entendit aussi, son visage pâlissant. La sonnette retentit une fois, formellement suivie immédiatement par des coups fermes. Agents fédéraux, nous avons un mandat. La pièce éclata en murmures confus lorsque j'ouvris la porte. 6 agents du FBI sont entrés. Leur présence transforme immédiatement notre appartement de rassemblement social en scène de crime. L'agent principal, une femme aux cheveux gris acier et aux yeux qui ne manquaient de rien, a montré ses informations d'identification. Agent Sarah Brennan, division des crimes financiers du FBI. Nous recherchons Eden Mercer. C'est moi, dit Marcus, son accent de Brooklyn transperçant le vernis britannique. Sauf que ce n'est pas le cas. Je veux dire, il regarda l'agent Brennan avec un soulagement désespéré. Je veux coopérer. J'ai des preuves.
J'ai été embauché pour se faire passer pour lui. La pièce devint silencieuse, à l'exception du fait que la tasse de café de quelqu'un heurta trop fort une soucoupe. La bouche de Robert Steinberg s'ouvrait et se fermait comme un poisson à bout de souffle. Jennifer Wu a sorti son téléphone, calculant probablement l'exposition de son entreprise à ce qui se passait. Monsieur Webb, dit clairement l'agent Brennan, connaissant déjà son vrai nom. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, un vol d'identité et un blanchiment d'argent. Pendant qu'il me notait Marcus, il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. L'unité de stockage sur Queens Boulevard, dit-il rapidement. Unité 447. Tout est là. Pendant que les agents lisaient à Marcus ses droits, mon ordinateur portable a émis une notification à laquelle je m'attendais. Le virus financier s'était activé. Sur mon écran, j'ai vu en temps réel le gel simultané des comptes des îles Caïmans, de la Suisse et de Chypre. 47 millions de dollars de fonds volés bloqués dans l'ambre numérique. Les enregistrements de transactions sont automatiquement transmis aux procureurs fédéraux, à l'IRS et à la SEC. Chaque agence à laquelle Eden pensait échapper avait désormais un dossier complet de ces crimes. Madame Mercer, l'agent Brennan s'est approché de moi pendant que son équipe sécurisait Marcus. Nous avons besoin que vous veniez avec nous pour une déclaration officielle. Bien sûr, mais avant tout, ces gens méritent de savoir pourquoi ils sont ici. J'ai pris mon téléphone et trouvé l'enregistrement de l'appel de Kyle de mardi matin. Sa voix remplissait la pièce de manière claire et professionnelle. Je dois te demander quelque chose d'étrange. Votre mari, est-il à la maison en ce moment? L'enregistrement a joué à travers ses premiers instants de découverte. Les dirigeants rassemblés écoutaient avec une compréhension croissante, la compréhension se lisant sur leur visage. Ils n'étaient pas là pour une fête d'anniversaire. Ils ont été témoins du dénouement d'une fraude massive qui aurait pu détruire leurs entreprises. Votre mari, l'agent Brennan, s'est adressé à la salle pendant que son équipe travaillait, volait des secrets d'entreprise et facilitait les délits d'initiés en utilisant les informations obtenues grâce au travail de jury comptabilité de sa femme. L'homme que vous avez rencontré au cours des 3 derniers mois était Monsieur Webb, engagé pour entretenir l'illusion pendant que le véritable Eden Mercer tentait de s'enfuir avec des biens volés. David Martinez s'enfonça dans notre canapé en calculant l'exposition de son entreprise. Jennifer Wu était déjà au téléphone avec son équipe juridique, mais Robert Steinberg s'est approché de moi, son expression passant du choc à une sorte d'admiration. Vous l'avez compris. Vous avez configuré cela. J'ai hoché la tête, soudainement épuisé. Il comptait sur moi pour ne pas le remarquer ou pour ne pas pouvoir le prouver si je le faisais. Les irrégularités d'audit que vous avez évoquées dimanche étaient réelles. Vos systèmes ont été compromis, mais le FBI a désormais tout ce dont il a besoin pour retracer exactement ce qui a été pris et comment. Le téléphone de l'agent Brennan a sonné. Elle a répondu « Écoute », puis m'a regardé. Les autorités françaises ont confirmé qu'elles détenaient Eden Mercer et Madison Val. Ils seront extradés pour faire face à des accusations ici. L'appartement qui était notre maison, notre sanctuaire, était désormais une scène de crime. Les agents ont tout photographié, rassemblé des preuves, traité notre vie ensemble comme des pièces à conviction dans une affaire fédérale. Les témoins rassemblés s'éloignèrent peu à peu, chacun s'arrêtant pour présenter des condoléances maladroites ou une gratitude confuse. Alors que le dernier agent se préparait à partir, l'agent Brennan m'a remis une carte. J'ai besoin que tu témoignes. Votre travail médico-légal, le virus que vous avez créé pour suivre l'argent, c'est le fondement de notre dossier. Je serai là, dis-je, en le pensant. L'appartement devint silencieux. Je me tenais dans notre cuisine, entouré des restes de la dernière prestation de Marcus, sa tasse de café toujours sur le comptoir, la couverture qu'il avait utilisée sur le canapé, les notes qu'il avait cachées dans tout l'appartement pour se souvenir de ses répliques. Accessoires dans une pièce enfin terminée. Mon téléphone a sonné avec une alerte de nouvelles. Vidéo de Charles de Gaulle, bancal mais clair. Eden me notait, son sang-froid parfait brisé, étant conduit à travers l'aéroport pendant que les voyageurs s'arrêtaient pour le regarder. Madison à côté de lui, maquilleuse de créateur, pleure, son rêve parisien se terminant en garde à vue. J'ai regardé la vidéo une fois de plus avant de fermer mon ordinateur portable. L'arrestation d'Eden se déroulait dans des images granuleuses de l'aéroport qui était en quelque sorte devenu le clip le plus regardé sur les chaînes d'information financière. L'horodatage dans le coin indiquait il y a 6 mois, mais j'avais l'impression qu'une vie s'était écoulée depuis ce mardi matin où mon monde s'est divisé en deux. L'appartement était désormais vide autour de moi.
Nos meubles vendus ou donnés, les murs portant des rectangles pâles où étaient autrefois accrochées des œuvres d'art. Les déménageurs avaient emporté les derniers cartons hier, ne laissant que les échos d'un mariage qui avait été plus une performance qu'un partenariat. Je me tenais aux fenêtres donnant sur Manhattan, les clés lourdes à la main, attendant le gestionnaire de l'immeuble, qui en prendrait possession dans 20 minutes. La procédure de divorce s'est déroulée à une vitesse inhabituelle une fois que les procureurs fédéraux ont présenté leur dossier. L'avocat d'Eden, qui travaillait dans un centre de détention français tout en luttant contre l'extradition, avait peu de poids contre les preuves de fraude, d'usurpation d'identité et de complot. Le juge, une femme qui avait vu suffisamment de délits financiers pour reconnaître un comportement prédateur, s'était montré particulièrement antipathique à l'égard d'un mari qui avait engagé un acteur pour se remplacer lors de la liquidation des biens matrimoniaux. Le règlement m'a laissé plus que ce à quoi je m'attendais. Le produit de la vente de l'appartement a permis de récupérer les fonds des comptes gelés et les dommages-intérêts payés par la compagnie d'assurance d'Eden plutôt que de faire face à un procès public. L'argent ne pouvait pas racheter 3 mois de sommeil à côté d'un inconnu ou 7 ans avec un homme capable d'une telle tromperie, mais il pouvait acheter la liberté de se reconstruire. Mon téléphone a sonné pour afficher un rappel de rendez-vous client. L'ironie ne m'a pas échappé, mon traumatisme était devenu ma spécialité. Le bureau que j'avais loué dans le Flatiron District portait une simple plaque signalétique en laiton. Chin Forensic Consulting, spécialiste de la protection des biens matrimoniaux et de la vérification d'identité. Ce qui a commencé comme des références de bouche à oreille s'est transformé en une liste d'attente de femmes qui soupçonnaient que leur réalité avait été modifiée. La semaine dernière, j'avais aidé un chirurgien de l'Upper East Side à découvrir que son mari depuis 15 ans utilisait une technologie de contrefaçon pour apparaître à des conférences médicales alors qu'il dirigeait en réalité un cabinet distinct à Miami. La semaine précédente, une productrice de Broadway avait appris que son épouse avait embauché 3 sosies différents pour maintenir des alibis dans plusieurs villes. Chaque cas me donnait l'impression de creuser des couches de tromperie avec les mêmes outils qui m'avaient sauvé la vie. Le gestionnaire de l'immeuble est arrivé et a accepté les clés avec détachement professionnel. Alors que j'écrivais l'ascenseur pour la dernière fois, mon téléphone a sonné avec un SMS de Kai. Giovanni est à 7 heures. Mon régal. Giovanni n'avait pas changé depuis 40 ans. Toujours en servant les mêmes recettes de sauce rouge, notre grand-mère avait déclaré que c'était la seule cuisine italienne acceptable en dehors de Naples. Les cabines en vinyle sont restées rapiécées avec du ruban adhésif. Les nappes à carreaux portaient des décennies de taches de vin et le fils du propriétaire ne pouvait toujours pas prononcer correctement brusqueta bien qu'il soit italo-américain de 3e génération. Kai a attendu à notre stand habituel du coin. Une bouteille de Chianti déjà ouverte. Elle se leva lorsqu'elle me vit, m'attirant dans une étreinte qui dura plus longtemps que nécessaire. Nous nous étions rapprochés à travers cette épreuve. Le traumatisme partagé créant un lien qui allait au-delà de la fraternité. Vous l'avez fait, dit-elle en versant du vin dans des verres qui semblaient avoir survécu aux 2 guerres mondiales. L'appartement a vraiment disparu. J'ai remis les clés il y a 20 minutes. J'ai pris une gorgée. Le vin bon marché déguste comme les dîners dominicaux d'enfance. C'est étrange. Cette année effacée en un après-midi. Pas effacée, transformée. Kai leva son verre. À la femme qui a découvert que son mari se trouvait à 2 endroits à la fois et a démantelé un réseau international de fraude. Au pilote qui a passé l'appel téléphonique qui m'a sauvé la vie, j'ai répliqué. Nous en buvions le rituel plus important que le vin. Kai se sentait coupable ce matin-là depuis des mois. Convaincue qu'elle avait détruit mon mariage avec un seul coup de téléphone. J'ai essayé d'expliquer qu'elle avait révélé la destruction, et non qu'elle l'avait provoquée. Mais la culpabilité des survivants ne répond pas bien à la logique. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle en sortant une enveloppe de son sac à main. Il est arrivé hier dans mon immeuble, adressé à vous, prenez soin de moi. L'adresse de retour indiquait Dayton, Ohio. L'écriture de Marcus Webb, soignée et précise. Je l'ai ouvert lentement, pas sûr de vouloir entendre parler de l'homme qui avait vécu ma vie pendant 3 mois. Cher Ava, la lettre a commencé. Je voulais tendre la main maintenant que les procédures judiciaires sont terminées. Tout d'abord, merci de ne pas facturer de frais supplémentaires. Le FBI en a eu assez sans votre témoignage pour me donner une probation et des travaux d'intérêt général au lieu d'une peine de prison. J'enseigne ici des cours de théâtre dans un collège communautaire. Utilisez enfin mes compétences pour quelque chose d'honnête. Je raconte à mes élèves ces 3 mois en expliquant que la meilleure performance de ma vie était aussi la pire chose que j'ai jamais faite.
Certains rôles que je leur dis ne valent pas la peine d'être joués, quel que soit le prix qu'ils paient. Je pense à toi qui te demande parfois comment quelqu'un se remet de ce qu'Eden a fait. Ensuite, j'ai entendu parler de votre nouvelle entreprise, des femmes que vous aidez, et j'ai compris que vous avez transformé le poison en médicament. C'est une sorte de force dont je ne connaissais pas l'existence. L'unité de stockage contenait un objet que je n'ai pas donné au FBI. Une photo de votre mariage qui figurait dans le dossier d'instruction d'Eden. Vous aviez l'air vraiment heureux. Je suis désolé d'avoir contribué à vous enlever ça. J'espère qu'un jour tu trouveras quelque chose de réel pour remplacer ce qui a été volé. Avec un regret sincère et une véritable admiration, Marcus Webb s'est replié. À l'intérieur de la lettre se trouvait la photo, Eden et moi coupant notre gâteau de mariage. Nous rions tous les deux de quelque chose hors caméra. J'ai étudié mon jeune moi, essayant de me souvenir de ce qui avait été assez drôle pour provoquer une telle joie authentique. Le souvenir ne viendrait pas. Il semble sincèrement désolé, observa Kai en lisant par-dessus mon épaule. Il était aussi une victime, à sa manière. Eden a détruit plusieurs vies en poursuivant l'argent qui est maintenant gelé sous la garde fédérale. J'ai remis la photo dans l'enveloppe. Marcus a juste eu la malchance d'être suffisamment désespéré pour assumer le rôle. Nous avons commandé nos pâtes arrabbiata habituelles pour moi. Linguini vongule pour Kai avec suffisamment de pain à l'ail pour inquiéter un cardiologue. Les saveurs familières avaient le goût de la maison, comme la continuité dans une vie complètement réinventée. Quelle est la prochaine étape? Kai a demandé à filer les pâtes avec une facilité pratique. Rebecca Harrison demain. PDG d'une start-up technologique. Elle pense que son mari utilise l'IA pour simuler des voyages d'affaires. Puis jeudi, l'affaire Whitman. Je voulais dire pour toi, pas pour te travailler. J'ai réfléchi à la question, la laissant rester entre nous comme un autre invité. Il y a 6 mois, je pensais que mon avenir était tracé dans une prévisibilité confortable. Aujourd'hui, à 37 ans, j'étais célibataire, j'avais du succès dans un domaine que j'avais inventé et je n'étais absolument sûr de rien, sauf de mon prochain rendez-vous client. Je ne sais pas, ai-je admis, me surprenant par l'honnêteté. Et c'est étrangement libérateur. Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu accro jusqu'à la toute fin, appuyez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Ce que j'ai préféré, c'est quand Ava a servi à Eden sa langoustine aux crevettes préférées, sachant qu'il était mortellement allergique et regardant l'imposteur la manger sans une seule réaction. Quel a été votre moment le plus époustouflant? Déposez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de trahison et de justice. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.